Heureuse de vous retrouver dans ce CEC de pneumologie pédiatrique, malheureusement dans des circonstances un peu difficiles pour notre pays et pour la médecine tunisienne. Donc, comme vous le savez, nous sommes tous en deuil suite au décès de notre confrère résident en chirurgie. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la prise en charge d'une exacerbation d'asthme et l'après-midi, donc ça sera le traitement de fond. Donc pour la prise en charge de l'exacerbation, donc comme vous le savez, l'asthme c'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. Docteur Brahim, s'il vous plaît, vous pouvez réajuster votre caméra ou l'écran de telle sorte qu'on vous voit complète. Parce que là, on voit juste la moitié supérieure de votre visage. Donc, faites rapprocher. Voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Faites rapprocher un peu l'écran vers vous, comme ça on vous voit plein écran. C'est bon? Fadal. Donc, comme vous le savez, l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. C'est une des premières causes de consultation aux urgences pédiatriques, d'hospitalisation et d'absentéisme scolaire. La mortalité, certes, elle est rare, mais elle existe. Mais surtout, une morbidité qui n'est pas négligeable, mais qui est évitable grâce à la standardisation de la prise en charge thérapeutique et un meilleur contrôle de la maladie asthmatique. Donc, qu'est-ce qu'on sait de cette population qui vient à nos urgences pour exacerbation d'asthme? C'est une population qui est très jeune. Dans près de 2/3 des cas, c'est des enfants qui sont moins de 6 ans. Ceci est expliqué en lien avec la susceptibilité virale, des hospitalisations évitables dans 2/3 des cas, parce que l'asthme est non contrôlé ou sous-traité dans plus de 50% des cas. Mais il faut savoir que aussi 25% des enfants hospitalisés le sont pour une première exacerbation. Donc, les facteurs de risque d'exacerbation, certes, il y a les saisons et les épidémies, donc l'hiver, l'automne, le rhinovirus en septembre. Il faut savoir que le principal facteur de risque d'exacerbation qui est identifié dans la littérature, c'est le fait de faire une exacerbation. Donc, le fait de faire une exacerbation va multiplier le risque d'en faire une seconde dans les 6 mois à venir. Les autres facteurs de risque d'exacerbation sont l'altération des EFR, l'altération du VMS, mais aussi un asthme non contrôlé augmente le risque d'exacerber. Donc, comment on va définir une exacerbation? Donc, une crise ou une exacerbation de l'asthme, c'est une modification de l'état habituel du patient qui est suffisante pour nécessiter une visite médicale et ou un renforcement thérapeutique. Donc, elle est caractérisée par une aggravation aiguë ou subaiguë des symptômes. Donc, il y a une aggravation des symptômes d'asthme, notamment la toux, la dyspnée, l'oppression thoracique, sifflement, mais aussi une détérioration de la fonction respiratoire. Donc, on va commencer par un cas clinique qui paraît simple. On va voir par la suite, à travers ce cas clinique, la démarche devant une exacerbation d'asthme. Donc, c'est un de mes patients, Ali, âgé de 6 ans, qui est asthmatique connu, qui présente une toux avec une gêne respiratoire depuis 24 heures, avec nombreuses prises d'aérol pendant la nuit. Et à l'examen, donc c'est un enfant qui est eutrophique, qui était apyrétique, il avait une fréquence cardiaque à 110 par minute, une fréquence respiratoire à 30, une saturation sous air à 93%, un tirage sous-intercostal et susternal modéré et l'auscultation. Donc, c'était caractéristique des sibilants inspiratoires et expiratoires. Par ailleurs, l'enfant n'avait pas de difficulté de parler et son examen neurologique était normal. Donc, ma première question, comment qualifiez-vous l'exacerbation d'asthme chez cet enfant? Donc, je pense que c'est évident que c'est une exacerbation d'asthme qui est modérée. Donc, de point de vue pratique, comment on va évaluer une exacerbation d'asthme et comment on va la prendre en charge? Donc, la prise en charge d'une exacerbation d'asthme comprend 4 étapes. Donc, ces 4 étapes, c'est très important. La première étape, c'est une évaluation immédiate et objective et rapide du patient
Après l'évaluation, c'est une intervention médicale rapide et efficace. Et parfois, ces deux étapes doivent se faire à la fois. En même temps, on va évaluer et commencer le traitement d'urgence parce que l'asthme n'attend pas. Et après, on va surveiller, réévaluer la réponse au traitement parce que la réponse au traitement, elle prédit le devenir du patient. Elle prédit est-ce qu'on va hospitaliser le patient ou il va rentrer chez lui avec le traitement de consolidation. Et enfin, la quatrième étape, c'est d'orienter le malade et instaurer un suivi si le patient n'est pas encore suivi et n'a pas un traitement de fin. Donc, la première étape, c'est l'évaluation. Et pour évaluer un patient asthmatique, on a 3 éléments. La première question, il faut savoir, est-ce que c'est vraiment de l'asthme? On va voir qu'il y a d'autres étiologies de dyspnée sifflante chez l'enfant. Après, par une anamnèse brève, on va chercher ce qu'on appelle les facteurs de risque de décès liés à l'asthme. Et enfin, on va évaluer par les éléments cliniques la sévérité de l'exacerbation. Je ne sais pas si tout se passe bien, vous m'entendez, il n'y a pas de problème ou pas. On vous entend très bien, mais l'image encore n'est pas parfaite parce que l'écran, voilà, encore améliore encore. Mon image ou la présentation? La vidéo, votre visage, il est à moitié. Orientez bien votre écran pour vous voir complète. D'accord. Vous êtes connecté par ordinateur ou par téléphone? Par ordinateur. Ouais. Rapprochez l'écran. L'écran, قربوا شوية. Encore. L'angle de l'ordinateur. قربوا لك انت شوية au lieu qu'il soit. Non, c'est pas grave. L'important, c'est de voir la présentation. Oui, mais on veut bien profiter de la technologie pleine. On vous voit de vive voix. Donc, juste l'écran, تقربوا لك شوية. مش l'ordinateur, l'écran. Je ne peux pas. معناها يقلقني l'écran قريب pour la vision. Non, نحكي على l'angle في العود هو 90. أي شوف. Parfait. Là, c'est bon. Donc, pour évaluer le patient, il y a 3 étapes. Il y a se poser la question, est-ce que c'est de l'asthme? Par l'interrogatoire, chercher les facteurs de risque de décès liés à l'asthme. Et enfin, par les éléments cliniques, on va évaluer la sévérité de l'exacerbation. Donc, comment on va retenir le diagnostic de l'asthme? Donc, le diagnostic d'asthme, d'exacerbation d'asthme, actuellement, il est, on peut dire qu'on va l'évoquer devant une dyspnée expiratoire sifflante chez l'enfant de plus de 1 an ou à partir du 3e épisode de bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an, avec parfois des présentations cliniques moins typiques. Parfois, le diagnostic d'exacerbation peut être évoqué devant une toux spastique incessante. Donc, avant de retenir le diagnostic d'exacerbation d'asthme, ne pas oublier les faux asthmes, notamment chez le nourrisson. Et donc, comme vous le savez très bien, tout ce qui siffle n'est pas un asthme. Donc, en cas de tableau clinique atypique, notamment une installation brutale, des signes d'insuffisance cardiaque, une mauvaise réponse au traitement bronchodilatateur, un enfant asthmatique doit répondre au traitement bronchodilatateur et parfois c'est l'existence d'anomalies radiologiques. Donc, je pense que tout le monde a vécu des histoires de corps étrangers qui sont pris en charge aux urgences comme des exacerbations d'asthme, comme ce patient qui est âgé de 15 mois, qui était hospitalisé pour 2e épisode de dyspnée sifflante. La gêne respiratoire, elle a commencé le même jour. Donc, à l'examen, il avait une exacerbation qui était jugée modérée et l'enfant, il ne s'améliore pas sous bêta-2 mimétique, sous corticothérapie. Et sa radio inquiétait le médecin de garde qui montre une distension thoracique qui prédomine sur le champ pulmonaire droit. Et à la reprise de l'interrogatoire, il n'y a pas de syndrome de pénétration selon la mère, mais l'enfant, il est gardé chez une tante. Et dans ce cas, devant cette radio qui était douteuse, on a fait le scanner qui a mis en évidence le piégeage au niveau des champs pulmonaires droits avec le corps étranger qui est enclavé au niveau de la branche souche droite. Donc, un autre diagnostic différentiel chez le nourrisson, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque du nourrisson, c'est une triade, polypnée, tachycardie, hépatomégalie.
Donc, ça peut être une cardiopathie méconnue, mais ça peut être aussi une myocardite virale. Et finalement, un autre diagnostic différentiel à ne pas méconnaître, c'est l'acidocétose diabétique. On a vu pas mal d'enfants, pas mal d'acidocétose qui traînent aux urgences, qui sont pris en charge comme des exacerbations d'asthme. Et finalement, c'est une acidocétose diabétique. Donc, il faut être prudent et savoir, en cas de tableau atypique, de mauvaise réponse au bêta-2, chercher un autre diagnostic différentiel. Après, donc, c'est par l'anamnèse, on va chercher ces facteurs de décès liés à l'asthme. En fait, avec une anamnèse brève, on doit revoir l'histoire de l'asthme et de l'épisode aigu. Donc, on va voir, est-ce que l'enfant il a un traitement de fond, est-ce qu'il prend son traitement de fond, est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, est-ce qu'il a commencé le traitement à domicile par les bêta-2 mimétiques, est-ce qu'il est exposé au tabagisme passif. L'exposition au tabagisme passif, c'est un facteur de risque d'exacerbation sévère, et chercher par l'interrogatoire ces facteurs de risque de décès liés à l'asthme, anciennement appelés facteurs d'asthme aigu grave. Donc, on va chercher si le patient a été hospitalisé en réanimation pour une exacerbation d'asthme. Est-ce qu'il a été hospitalisé pour une exacerbation durant l'année dernière? Est-ce qu'il a un traitement de fond? Est-ce qu'il y a un défaut d'observance? Est-ce qu'il y a un sevrage récent de corticothérapie par voie orale? Et est-ce qu'il y a une consommation excessive de bronchodilatateurs de courte durée d'action, plus d'un flacon par mois? L'absence d'action, de plan d'action asthmatique écrit, l'allergie alimentaire confirmée chez un patient asthmatique, c'est un facteur de risque d'exacerbation sévère et de décès liés à l'asthme, et enfin des problèmes psychosociaux. Donc, ces patients doivent être encouragés à consulter en urgence à chaque exacerbation. Donc, pour notre patient, c'est un enfant qui a un asthme allergique depuis l'âge de 3 ans. Il reçoit un traitement par Flexotide à la dose de 200 microgrammes par jour. Il a une bonne observance du traitement de fond. C'est ce qu'on dit assez souvent. Seulement, il n'utilise plus sa chambre d'inhalation parce qu'il a grandi. Avec un recours au quotidien à l'aérol ces derniers jours. Avec un recours aux urgences il y a 1 mois pour exacerbation. Et cet enfant, il est exposé au tabagisme passif. Donc, notre patient, il a probablement plusieurs facteurs de risque de décès liés à l'asthme, notamment une mauvaise observance ou une mauvaise conduite du traitement de fond, le recours quotidien à l'aérol, une exacerbation récente et l'exposition au tabagisme passif. Donc, pour la sévérité, bien sûr, on va faire un examen physique ciblé pour rechercher les signes d'obstruction des voies aériennes. Donc, on va faire notre examen respiratoire, mesurer la fréquence respiratoire, chercher les signes de lutte, notamment l'utilisation des muscles respiratoires accessoires, la contraction du muscle sternocléidomastoïdien, du scalène, un battement des ailes du nez chez un grand enfant, c'est un élément de grande gravité. Faire une auscultation, est-ce que l'entrée d'air est symétrique? Est-ce qu'il y a un freinage expiratoire? Est-ce qu'il y a un silence auscultatoire qui est un élément de gravité? Palper le cou à la recherche d'emphysème sous-cutané qui témoigne d'une complication, notamment un pneumomédiastin. Et bien sûr, les autres éléments, c'est l'évaluation de l'activité, de la parole, du niveau de vigilance, une mesure objective des paramètres respiratoires, donc le pouls, la saturation. Et pour la mesure du débit expiratoire de pointe, on ne le fait pas en pratique parce que l'enfant en crise a de réelles difficultés pour le réaliser correctement. Et en plus, la mesure du DEP n'est réalisable qu'à partir de l'âge de 6 ans. Donc, c'est surtout la clinique avec les signes respiratoires, l'évaluation de la parole, du niveau de vigilance et une mesure objective des paramètres respiratoires et hémodynamique. Donc ici, dans ces tableaux, je vous mets les paramètres respiratoires et cardiaques qui doivent être analysés en fonction de l'âge. Et en fonction de certains paramètres, on va classer notre exacerbation comme légère, modérée ou sévère. Donc une exacerbation légère, c'est généralement un enfant qui a un discret tirage sous-costal, qui a une saturation qui est correcte, et juste à l'auscultation, donc on a des sibilants expiratoires. Une exacerbation modérée, c'est un enfant qui a
une détresse respiratoire qui est modérée, qui n'a pas de trouble de l'élocution et qui a une saturation entre 90 et 95%, alors qu'une exacerbation sévère, c'est un enfant qui a une détresse respiratoire qui est franche, avec mise en jeu des muscles respiratoires accessoires du cou. On peut avoir un silence auscultatoire, un enfant qui a des difficultés de parler, qui dit des mots saccadés, qui est agité, qui a une saturation inférieure à 90%. Et donc, l'agitation et la confusion, ce sont des signes d'extrême gravité, ce sont des signes d'hypoxémie cérébrale. Et il faut savoir que pour dire que c'est une exacerbation, elle est sévère, un seul critère est requis. Pour les recommandations d'IGINA, une différence pour l'enfant de moins de 5 ans, il classe l'exacerbation comme sévère à partir d'une saturation inférieure à 92. Donc, chez le jeune enfant, les critères sont plus sévères et une saturation inférieure à 92%, c'est une exacerbation sévère d'asthme. En fait, comme vous avez constaté, ces classifications de la sévérité, ça peut être un peu subjectif. Et pour pallier à cette subjectivité, il y a différents scores cliniques plus ou moins complexes qui sont utilisés pour classer les exacerbations d'asthme. Et ces scores ont été validés et comparés en prospectif. Ils sont utiles pour l'évaluation de l'enfant dès l'admission. Et permettent aussi de prévoir la réponse au traitement. Donc, on va faire le score initialement, puis après une heure pour évaluer la réponse au traitement. Le score PRAM a l'avantage de pouvoir s'appliquer aux enfants de tout âge. Il est le plus utilisé dans différentes recommandations et il est corrélé avec le risque d'hospitalisation. Donc, voici le score PRAM, Pediatric Respiratory Assessment Measure. Donc, il y a des signes de lutte, le tirage susternal, la contraction des muscles scalènes, c'est des muscles accessoires du cou, et l'auscultation, la murmure vésiculaire et les sibilants, et enfin la saturation. Donc, il y a cinq éléments, les signes de lutte, l'auscultation et la saturation. Et après, en fonction de ces éléments, on va calculer le score et classer l'exacerbation en légère si le score est entre 0 et 3, modéré si le score entre 4 et 7 et sévère si le score il est entre 8 et 12. Donc, pour notre patient, c'est une exacerbation modérée. Donc, il avait un score PRAM à 5. Donc, on va passer, après cette étape d'évaluation, on va passer à la prise en charge. Donc, pour la prise en charge, l'exacerbation d'asthme, c'est une urgence thérapeutique avec des éléments très importants qu'il ne faut pas oublier. Il faut traiter l'hypoxie pour maintenir une saturation supérieure à 94%, administrer deux médicaments essentiels qui sont les bronchodilatateurs de courte durée d'action par voie inhalée et la corticothérapie systémique et bien sûr surveiller et évaluer la réponse au traitement. Donc, les bronchodilatateurs de courte durée d'action, c'est le traitement de première intention, quel que soit l'âge ou le niveau de gravité. La voie inhalée, c'est la voie de choix. La voie orale, il faut l'oublier. Donc, ce qu'on utilise, c'est l'aérosol doseur avec une chambre d'inhalation. Il y a aussi les systèmes de nébulisation et les poudres sèches. Et cette voie, elle est rapide, liée à la pénétration locale du médicament. Donc, quelles sont les molécules qui sont disponibles dans notre pays? Donc, pour le salbutamol, on n'a pas la forme nébulisée. Donc, ça existe dans d'autres pays, notamment la France. Il y a les solutions à nébuliser à 1,25, à 2,5 et à 5 mg. Donc, on a seulement l'aérosol doseur. L'aérosol doseur est la solution injectable. Donc, on a l'aérol avec, dans chaque bouffée, il y a 100 microgrammes de salbutamol. Et on a par contre le sulfate de terbutaline, la molécule qu'on peut nébuliser, qui est la bétanil. Et comme vous le savez, une ampoule, c'est 2 ml égale 5 mg.
Et chez les grands enfants, on peut utiliser le Bricanyl en turbi-alaire et chaque bouffée contient 500 microgrammes. Et il faut savoir que le salbutamol est le bronchodilatateur le plus utilisé dans les recommandations internationales. Malheureusement, donc pour nous, on n'a pas la forme à nébuliser. Donc, deux règles en pédiatrie. Donc, il faut augmenter la dose parce qu'il y a une diminution d'idébo pulmonaire par le jeune âge, les pleurs, la polypnée, l'obstruction. Et il faut répéter de l'administration fréquente à continue et ne pas hésiter à les répéter de manière rapprochée jusqu'à la levée du bronchospasme. Donc, en pratique, à domicile, on va utiliser une chambre d'inhalation avec l'aérol. Donc, on va donner une bouffée par 2 kg de poids avec un minimum de 4 et un maximum de 10. On peut utiliser pour le grand enfant le Bricanyl en turbi-alaire, 1 à 2 bouffées par prise. Et il faut savoir que le salbutamol est aussi, voire plus efficace s'il est administré avec un aérosol doseur muni d'une chambre d'inhalation qu'avec un nébuliseur. Donc, le message que tout enfant asthmatique doit avoir une chambre d'inhalation avec un bronchodilatateur de courte durée d'action à domicile. Mais aussi, tout cabinet médical devrait être équipé au minimum d'une chambre d'inhalation avec masque facial, d'un bronchodilatateur de courte durée d'action en spray et d'une boîte de corticoïdes oraux. Donc, le traitement d'urgence d'une exacerbation d'asthme doit être disponible dans tout cabinet médical. Donc, en pratique aux urgences, je pense ça, vous le savez très bien, on va faire les nébulisations sous oxygène, 6 à 8 litres par minute. Donc, si on a le salbutamol nébulisé, c'est en fonction du poids inférieur à 16 kg, c'est des ampoules à 2,5. Au-delà de 16, c'est des ampoules à 5 mg. Mais nous, on a donc le bétanil. Donc, la posologie recommandée, c'est 0,1 à 0,2 mg kg. C'est presque l'équivalent de 0,05 à 0,1 cc kg, avec un maximum de 2 millilitres. Donc, le maximum qu'on peut donner, c'est une ampoule. Donc, ces nébulisations sont répétées toutes les 20 minutes et au moins 3 nébulisations avant de s'interroger sur une réponse partielle. Les effets secondaires des bronchodilatateurs de courte durée d'action sont généralement mineurs. On peut avoir des tremblements, dans certains cas des tachycardies. On peut avoir aussi des hyperglycémies, des hypokaliémies. Donc, il faut surveiller la kaliémie et la glycémie lors de nébulisation contenue et surtout pour le salbutamol IV en perfusion contenue. Et il faut savoir que ces effets systémiques sont moindres pour cette voie inhalée. On peut avoir aussi comme effet secondaire des bronchospasmes avec risque d'hypoxémie par effet shunt qui ont été rapportés chez des nourrissons qui font des nébulisations à domicile. Et donc, ces bronchospasmes sont prévenus en associant la nébulisation de bronchodilatateurs de courte durée d'action à de l'oxygène. Donc, on passe à la corticothérapie systémique, donc le deuxième médicament clé pour le traitement d'une exacerbation d'asthme. Donc, ils sont indiqués en cas d'exacerbation d'asthme modérée à sévère ou en l'absence de réponse au traitement d'urgence par les bronchodilatateurs de courte durée d'action, mais aussi dans les crises légères en présence de facteurs de risque de décès liés à l'asthme ou facteurs de risque d'asthme aigu grave. Et il faut savoir que l'administration des corticoïdes diminuer le risque d'hospitalisation de 25% et diminue aussi le risque de récidive. Donc, le message que cette administration doit être précoce, ce qu'on appelle l'effet golden hour, donc un corticoïde à action rapide doit être administré dans les minutes suivant l'arrivée de l'enfant aux urgences. Donc, dès l'arrivée aux urgences, la première chose à faire, c'est de donner la corticothérapie systémique. Donc, quelle molécule on va choisir? Aucune étude n'a fait la synthèse entre les différents corticoïdes. Il y a dans certains papiers précis qu'on peut faire un choix pharmacologique pour le traitement d'attaque, préférer les molécules à demi-vie rapide, notamment la prednisone et la prednisolone, pour maîtriser rapidement les crises modérées et éviter l'hospitalisation. Et pour le traitement d'entretien, les molécules à demi-vie longue
pour couvrir le nictémère, notamment la bêtaméthasone. Mais je pense qu'il faut choisir une seule molécule pour un même enfant. Donc, il faut préférer la voie orale et préférer donc, la prédnisone et la prédnisolone à la dose de 1 à 2 mg par kilo avec un maximum de 60 mg. Il faut savoir que les recommandations d'IGINA proposent des doses maximales de 40 mg chez l'enfant. À défaut, donc c'est la bêtaméthasone, mais comme on a dit, aux urgences, il faut préférer la prédnisolone parce qu'elle a une demi-vie qui est plus rapide. Et la posologie, c'est 10 à 20 gouttes kilo. Et il faut savoir que cette bêtaméthasone, elle est plus freinatrice de la surrénale. La voie parentérale, elle est indiquée dans les exacerbations sévères ou si l'enfant il vomit. Donc, on va donner la méthylprédnisolone à la dose de 2 à 4 mg par kilo et par jour. Parfois, voire même plus, on peut donner jusqu'à 6 mg par kilo et par jour. La durée de cette corticothérapie, elle est brève, elle est de 3 à 5 jours. Et il faut savoir que ces cures courtes de 5 jours, ils n'ont pas d'effet sur la croissance, la CTH, le renouvellement osseux. Et généralement, c'est bien toléré si ces cures ne sont pas très répétées. Pour l'atrovinte, un anticholinergique, donc l'association de l'atrovinte avec les bêta-2 mimétiques, le bénéfice il est démontré dans les exacerbations modérées à sévères. Donc l'atrovinte va potentialiser le degré et la durée de la bronchodilatation obtenue avec les bêta-2 dans la première heure de la prise en charge aux urgences, mais une fois l'enfant est hospitalisé, le bénéfice de l'ajout de l'atrovinte, il n'est pas démontré. Et donc, la dernière revue Cochrane sur l'association atrovinte et bêta-2 de cours de rédaction en 2013 a conclu qu'il y a un moindre risque d'hospitalisation si les enfants sont traités avec l'association bêta-2 avec atrovinte versus bêta-2 seul, avec une amélioration de la fonction pulmonaire et un moindre risque d'effet indésirable, notamment un moindre risque de tremblement. Donc, sur le plan pratique, il faut savoir que l'AMM de l'atrovinte, c'est à partir de 2 ans, mais je pense que la plupart d'entre nous donnent avant cet âge. La posologie, il y a les ampoules à 0,25 mg avant l'âge de 6 ans et les ampoules à 0,5 mg à partir de l'âge de 6 ans. Donc, on peut faire une nébulisation toutes les 20 minutes pendant la première heure et le mélange, il est autorisé avec l'aérosol de ventoline ou bricanil. Et après, on peut continuer, bien que ce n'est pas démontré, de faire une nébulisation toutes les 8 heures. Un autre médicament, c'est le sulfate de magnésium. Donc, le sulfate de magnésium a une action bronchodilatatrice par effet anticalcique sur les musculus. La voie intraveineuse, elle est indiquée dans les exacerbations sévères lorsque la réponse est incomplète. Donc, ce traitement est à débuter dans la ou les 2 premières heures et permet une réduction significative des admissions en réanimation. Pour la voie inhalée, le sulfate de magnésium ne semble pas avoir d'avantage par rapport à la voie intraveineuse. Et donc, cette étude toute récente qui est parue dans le JAMA en novembre 2009, dans cette étude, donc, les auteurs ont fait une étude qui est randomisée, qui a comporté deux bras. Un bras a reçu le sulfate de magnésium avec le salbutamol et un bras a reçu le salbutamol avec du sérum physiologique. Et la conclusion de cette étude qui a conclu quand même un nombre important d'enfants, donc à peu près 800 enfants, la conclusion que ce sulfate de magnésium en nébulisation aux urgences ne permet pas de réduire le taux d'admission et pour le moment, il n'est pas recommandé. Donc, pour le moment, on reste sur la voie intraveineuse dont les modalités sont les suivantes. Donc, on va donner 40 mg par kilo en nivellante sur 20 minutes avec un maximum de 2 grammes. Et ce bolus peut être répété 1 à 2 fois après 4 à 6 heures. Sinon, on peut faire un bolus de 50 mg par kilo suivi d'une perfusion continue sur 4 heures à la dose de 40 mg par kilo et par heure.
De préférence, il faut que cette administration se fait chez un enfant monitoré avec surveillance de la pression artérielle parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, notamment une hypotension, et ces effets secondaires doivent être prévenus par une expansion volumique sous surveillance rapprochée des paramètres hémodynamiques. Donc, de préférence, avant de donner le sulfate de magnésium, donner un remplissage de sérum physiologique pour éviter ces effets secondaires. Pour la corticothérapie inhalée et exacerbation d'asthme. Donc, le message, le traitement de fond doit être poursuivi au cours de l'exacerbation. Il ne faut pas dire aux patients d'arrêter son médicament au cours de l'exacerbation. Chez les adultes et les adolescents de plus de 2 ans, dans les recommandations d'IGINA, il recommande de quadrupler la dose de corticothérapie inhalée au début d'une exacerbation. Et cette recommandation n'est pas indiquée chez l'enfant. Donc, elle est indiquée chez les adolescents et les enfants de plus de 12 ans. Dès l'apparition de prodromes, ils peuvent quadrupler leur traitement de fond. Il y a d'autres études qui se sont intéressées à l'utilisation des corticoïdes inhalés à forte dose en remplacement de la corticothérapie orale avec l'objectif de réduire les effets systémiques. Donc, ces études, il avait comme objectif de remplacer cette corticothérapie orale. Et ce qui a été dit que la voie inhalée n'a pas montré de supériorité comparativement aux voies intraveineuses et féroces, il n'apparaît pas nécessaire en complément de ces 2 autres voies. Et ici, je vous mets les dernières, bon, c'est quand même un peu ancien, la revue Cochrane en 2012 disait que cette corticothérapie inhalée en association à la corticothérapie orale, il est susceptible de réduire les hospitalisations quand ils sont utilisés avec les corticoïdes systémiques, mais les données les plus récentes sont contradictoires. Aussi, ce n'est pas très clair, c'est quelle molécule, quelle dose, quelle durée, et il y a aussi le problème de coût. Donc, je vous mets cette étude, qui a été réalisée pour des enfants consultant aux urgences, c'est l'âge préscolaire, des enfants qui sont âgés de 6 mois à 6 ans. Et chez ces enfants, en plus du traitement conventionnel d'une exacerbation d'asthme, donc en plus des nebulisations de salbutamol et de la corticothérapie par voie systémique, ils ont reçu des nebulisations de bédésonide. Ils ont reçu 6 ampoules de bédésonide, c'est 3 mg de pulmicort. Et dans cette étude, les auteurs ont démontré que l'association de pulmicort en nebulisation pourrait réduire le pourcentage d'admission des enfants d'âge préscolaire qui présentent une exacerbation d'asthme modéré à sévère. Mais comme vous voyez, la dose, elle est énorme, c'est 600 ampoules de pulmicort. Donc, il y a la dose, mais aussi il y a le problème de coût. Donc, pour le moment, le message que je passe, restez sur le traitement par bêta-2, corticothérapie orale, et ne pas utiliser la corticothérapie inhalée pour la prise en charge d'une exacerbation d'asthme pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres traitements? Donc, les antibiotiques, ils sont rarement indiqués, même si l'enfant est fébrile. Le facteur déclenchant, il est viral dans plus de 80%. Le mycoplasme pneumoniae, il est en cause dans moins de 5% des cas. Dans certaines publications, on parle de l'azithromycine. Donc, actuellement, on parle beaucoup de l'azithromycine pour son effet anti-inflammatoire et immunomodulateur. Donc, certains auteurs le proposent comme traitement des exacerbations viro-induites. Il y a aussi des auteurs qui proposent l'association corticoïde inhalée à forte dose azithromycine au début d'une infection virale pourrait prévenir l'évolution vers une exacerbation sévère. Donc, parmi ces études, il y a cette étude qui est publiée en 2016, qui a inclus 72 enfants qui sont des enfants âgés entre 1 et 3 ans. Et il y a 2 groupes, un groupe qui a reçu l'azithromycine et un groupe
qui a reçu un placebo. Donc, c'est une étude qui est randomisée en double aveugle et ils ont démontré que chez les enfants qui ont reçu l'azithromycine, il y a une réduction significative de la durée de l'exacerbation. Et la dernière revue systématique de la littérature qui est publiée en 2020 précise que pour le moment, le niveau de preuve est faible pour donc indiquer ce traitement par macrolide pour l'exacerbation. Et peut-être qu'il faut faire d'autres études pour savoir quel groupe pourrait bénéficier de ce traitement par macrolide et aussi mesurer le risque de résistance aux macrolides parce que la résistance aux macrolides, dans certains pays, c'est un problème très important. Donc, pour le moment, le niveau de preuve il est faible pour recommander ce traitement par azithromycine pour ces enfants avec sifflement récurrent. Pour les autres traitements, je reviens, bien sûr, il y a l'hydratation adaptée aux besoins de l'enfant et à l'augmentation de ses pertes. L'adrénaline, une seule indication, c'est le choc anaphylactique. Il faut savoir que l'allergie alimentaire, comme on a dit au début, c'est un facteur de risque d'exacerbation sévère et de décès lié à l'asthme et qu'un choc anaphylactique, une allergie alimentaire peut se révéler par une exacerbation d'asthme seulement. Les traitements non recommandés sont les agents mycolytiques. Non, ils sont contre-indiqués chez le nourrisson. La kiné, non, surtout à la phase spastique. Donc, pour notre patient, je reviens pour lui, on l'a mis sous traitement par bêta-2, oxygène, avec la corticothérapie par voie orale. Et la maman vous demande, on ne fait pas de radio après les aérosols. Donc, elle s'est habituée qu'à chaque exacerbation, on va lui faire une radio. Donc, quand on va faire une radiographie du thorax ou des examens complémentaires, donc aucun examen complémentaire n'est systématique. La radiographie du thorax de face, elle est indiquée en cas d'exacerbation sévère et ou lors d'une mauvaise réponse au traitement initial à la recherche d'une complication de type pneumothorax. Aussi, en cas de suspicion de pneumopathie bactérienne, un enfant qui est fébrile, qui a une fièvre persistante, et si le contexte clinique évoque une suspicion de corps étranger ou d'un diagnostic différentiel. Donc, dans ce cas, si la radio elle a été faite, elle va montrer une distension thoracique, mais elle peut aussi montrer des complications à type d'atélectasie, de pneumothorax, de pneumomédiastin, et aussi, dans certains cas, un foyer de pneumopathie associée. Les examens biologiques, la numération, la CRP, surtout si l'enfant est fébrile pour chercher des stigmates de sérinfection. L'ionosanguin, si l'enfant a des troubles digestifs. En cas d'exacerbation sévère à la recherche de syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. En cas d'administration importante de bêta-2 mimétique, donc c'est surtout la voie IV, mais aussi la voie inhalée contenue. Donc, on peut avoir une hypokaliémie. Et la gazométrie, bien sûr, elle est indiquée en cas d'exacerbation sévère et en contexte de détresse respiratoire persistante malgré un traitement bien conduit. Une normocapnie ou une hypercapnie est un signe d'évolution rapide vers une insuffisance respiratoire décompensée. Donc, on va résumer la prise en charge d'une exacerbation d'asthme. Donc, on va évaluer la sévérité clinique par le score de Pram. On va chercher par l'interrogatoire les facteurs de risque d'asthme aigu grave. Et donc, en cas d'exacerbation légère, la prise en charge, elle peut se concevoir à domicile. Donc, les enfants qui ont un plan d'action, normalement, les mamans peuvent gérer une exacerbation d'asthme à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'aérole, une bouffée par 2 kg de poids, avec un minimum de 4 et un maximum de 10, toutes les 20 minutes pendant 1 heure. Aux urgences, on va faire généralement les nebulisations, 1 à 3 nebulisations en 1 heure. Et si l'enfant présente des facteurs de risque d'asthme aigu grave, on peut discuter l'ajout d'un traitement par corticoïde par voie systémique. L'exacerbation modérée, bien sûr, l'oxygène, les 3 nébulisations de bêta-2, la corticothérapie par voie orale. Exacerbation sévère,
c'est l'hospitalisation, c'est l'oxygène, c'est en association avec l'atrovinte et la corticothérapie par voie systémique. Et bien sûr, ne pas oublier qu'on doit réévaluer nos patients. Donc, on va réévaluer nos patients au bout d'1 heure. Donc, les enfants doivent être réévalués régulièrement pour connaître la réponse initiale en réutilisant le même score de gravité et s'assurer qu'ils profitent d'une prise en charge hôpital. La réponse au traitement prédit le devenir du patient et toute crise qui ne répond pas dans la première heure doit faire intensifier le traitement. Donc, en cas de bonne réponse, avec donc, un enfant qui n'a pas de signe de lutte, qui a une saturation qui est supérieure à 94%, on peut prévoir le retour à domicile avec ce qu'on appelle le traitement de consolidation d'une crise d'asthme, donc les corticoïdes oraux pendant 3 à 5 jours, associés au bêta-2 pendant 7 jours. En cas de réponse partielle, donc on peut optimiser le traitement, donc on va refaire les nébulisations, ajouter l'atrovinte, les corticoïdes s'ils n'ont pas été donnés, et généralement on fait une évaluation finale au bout de 4 heures. Par contre, si la réponse est mauvaise avec une détresse respiratoire qui est persistante, l'enfant il est oxygénodépendant, c'est un patient à risque, on va l'hospitaliser. Et on va faire les nébulisations de bêta-2, on peut les faire en continu avec l'atrovinte, les corticoïdes et le sulfate de magnésium, généralement au bout d'1 heure de prise en charge d'une exacerbation. Oui. Oui. Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? C'est bon, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, en cas de mauvaise réponse, une détresse respiratoire persistante, une oxygénodépendance, un patient à risque, il faut hospitaliser votre patient et donc le traitement, vous le connaissez très bien, l'oxygène, les bêta-2 en continu, l'atrovinte, les corticoïdes et donc le sulfate de magnésium par voie intraveineuse au bout d'1 heure de prise en charge d'une exacerbation sévère. Si l'enfant ne s'améliore pas, il faut donner le sulfate de magnésium. Donc, l'évaluation de la réponse à H4, c'est le facteur le plus discriminant dans la décision d'orientation. Donc, l'hospitalisation, elle est indiquée en cas d'exacerbation sévère d'emblée, en cas de besoin en oxygène pour maintenir une saturation correcte, la persistance d'un travail respiratoire important et la nécessité d'administrer des bronchodilatateurs de manière rapprochée après le traitement initial des premières heures. Et il faut savoir qu'il y a d'autres critères qu'il faut considérer, comme les conditions socio-économiques du patient, la compréhension de l'enfant et de sa famille du traitement, les difficultés de recours aux soins, et bien sûr, ne pas oublier les facteurs de risque d'asthme aigu grave. Donc, les critères de retour à domicile sont une fréquence respiratoire qui est inférieure à 30 si l'enfant est âgé de plus de 2 ans, l'absence de signes de lutte, l'enfant exprimant qu'il va bien, la compréhension du traitement de sortie et la proximité d'un hôpital en cas de récidive de la crise. L'ordonnance de sortie, donc le traitement de consolidation d'une exacerbation d'asthme, donc l'ordonnance doit comprendre une chambre d'inhalation, l'aérole à prendre 2 à 5 bouffées fois 4 par jour, généralement pendant 5 à 7 jours, la corticothérapie orale pendant 3 à 5 jours et la décision de retour à domicile doit s'accompagner d'explications concernant les conseils de prévention de futures crises, notamment l'observance des traitements, l'éviction des facteurs déclenchants, à propos des techniques d'inhalation, donc les différentes techniques, et la conduite à tenir en cas de réapparition des symptômes, ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, c'est quoi un plan d'action? Donc, c'est un document qui est écrit et personnalisé, qui utilise des couleurs, qui répond à 4 questions essentielles. Quand adapter le traitement, comment adapter le traitement, pendant combien de temps, quand recourir au médecin, et reprécise le traitement de fond et le traitement de la crise. Donc, il est remis en consultation ou en séance d'éducation, il rassure le patient et améliore la gestion de la crise et diminue le recours aux consultations en urgence. Donc, voici un exemple de plan d'action
en arabe. Donc, si l'enfant il va bien sûr, il va prendre son traitement de fond. S'il a des prodromes, il doit commencer à prendre le traitement de secours, qui est l'aérol. Donc, il va prendre l'aérol. S'il a une toux, une rhinite, il va prendre l'aérol de bouffée x4 par jour. Si l'enfant il s'aggrave, il a des signes avec une toux incessante, une gêne respiratoire, donc dans ce cas, il va prendre l'aérol toutes les 20 minutes avec un minimum de 4 bouffées et un maximum de 10. Donc, il va prendre cet aérol pendant 1 heure. Par exemple, si l'enfant il pèse 20 kilos, il peut prendre 5 bouffées toutes les 20 minutes pendant 1 heure. Et si l'enfant il ne s'améliore pas au bout de 1 heure, il peut prendre une corticothérapie par voie orale. Et si l'enfant il ne s'améliore pas, il doit consulter aux urgences. Donc, ce qui change dans le GINA 2019, c'est la prise en charge de l'enfant de plus de 12 ans. Donc, chez l'enfant de plus de 12 ans, actuellement, on a comme traitement préconisé, c'est une association corticoïde inhalée formoterol pour le fond et la demande. Il présente une toux avec une gêne respiratoire. Dans ce cas, il va quadrupler la dose d'entretien de corticoïde inhalé formoterol et prévoir une consultation dans les 2 à 3 jours, c'est-à-dire pour l'enfant de plus de 12 ans, pour le traitement de secours, on va utiliser le même dispositif qui est utilisé pour le fond. En fait, le formoterol, c'est un bronchodilatateur de longue durée d'action, mais le délai d'action du formoterol, il est rapide, donc il est utilisé actuellement pour le traitement de secours. Et donc, pour ces enfants qui ont un traitement de fond avec cette association, en cas de prodrome, ils vont quadrupler la dose. Et en cas de crise, ils peuvent prendre jusqu'à 6 inhalations par heure. Et si pas d'amélioration ou aggravation après 1 heure, il peut prendre une corticothérapie par voie orale avec une dose maximale de formoterol de 72 microgrammes par jour. Et si pas d'amélioration ou aggravation, consulter aux urgences ou appeler le SAMU. Et après l'exacerbation, donc au décours d'une exacerbation d'asthme hospitalisé, un traitement de fond est souvent initié et poursuivi pour une durée d'au moins 3 mois. Après passage aux urgences, il faut prévoir une consultation avec le médecin traitant, au mieux dans la semaine, pour réévaluer et indiquer un traitement de fond. Et si le recours au médecin de ville semble difficile, il est souhaitable d'instaurer le traitement de fond à la sortie des urgences, tout en adressant l'enfant vers une consultation spécialisée dès que possible. Donc, avec le traitement de consolidation aux urgences, on peut discuter de fond. Si l'enfant il est déjà sous traitement de fond et c'est une exacerbation légère, on continue le même traitement. Si l'exacerbation est modérée à sévère, bien sûr, on va renforcer le traitement par un palier supérieur. Et si l'enfant n'a pas de traitement de fond, il faut discuter, surtout en cas d'exacerbation d'asthme modéré à sévère, d'instaurer un traitement de fond. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de rechute de 50%. Donc, il faut initier un traitement de fond et ne pas oublier le plan d'action. Donc, pour notre patient, on l'a évalué au bout d'1 heure de la prise en charge. Il ne s'améliore pas, il est incapable de parler, avec majoration des signes de lutte. Il a une fréquence respiratoire à 40, diminution des murmures vésiculaires avec rare sibilant, une saturation à 88%. Donc, c'est une exacerbation qui est sévère. On l'a hospitalisé, on l'a conditionné avec un monitorage, une oxygénothérapie, une voie d'abord. On a fait les examens complémentaires. On a intensifié le traitement, les bêta-2 en continu avec l'atrovinte, les corticoïdes. On a fait les examens complémentaires, donc la radio montre une distension thoracique, la gazométrie, donc une hypoxie avec une normocapnie, l'iono sanguin, il est correct, et réévaluation au bout de 1 heure, pas d'amélioration. On a ajouté le sulfate de magnésium par voie intraveineuse, associé donc aux différents traitements, les nébulisations, la corticothérapie et l'atrovinte, avec une évolution favorable. Et donc, on va prévoir de faire sortir notre enfant
après un renforcement du traitement de fond, après avoir revu la prise en charge globale de son asthme, donc l'éducation, le plan d'action, l'observance. Et je termine par une petite remarque sur le Covid et la prise en charge d'une exacerbation d'asthme. Donc, les enfants et les adolescents asthmatiques doivent continuer de prendre leurs médicaments de contrôle. Les exacerbations d'asthme en contexte de Covid doivent être traitées de manière énergique, y compris la corticothérapie par voie orale lorsque la situation l'indique, et dans la mesure du possible, la nébulisation est à éviter en raison du risque de transmission. Donc, il vaut mieux utiliser les aérosols doseurs munis d'une chambre d'inhalation. Et pour conclure, donc, je ne veux pas oublier que la prise en charge d'asthme, c'est une urgence thérapeutique. L'asthme n'attend pas. Il faut savoir évaluer la sévérité clinique, prendre en considération le contexte et les facteurs de risque de décès liés à l'asthme. Pour le traitement de médicaments essentiels, les bêta-2 de courte durée d'action inhalée et la corticothérapie systémique. Après le traitement, il faut s'assurer de la stabilité de l'enfant avant de la lâcher. Ne pas oublier le traitement de consolidation, le plan d'action et bien sûr, après l'exacerbation, il faut orienter le malade et instaurer un suivi. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à… Oui, Salma? Oui. Ben, معلش, ça va? Ça va. Marhaba. يعطيك الصحة pour la clarté de cet exposé. عندي quelques questions et peut-être هكا des questionnements sur le plan pratique. تسمع فيا سلمى؟ Oui, je vous entends. Ben, donc sur le plan pratique, le fait qu'on a la première étape est de porter le diagnostic d'asthme. معناتها dire est-ce que c'est une crise d'asthme. Oui. Sur le plan pratique, c'est plus difficile. خاطر معناتها انت قلت inférieur à un an, plus troisième épisode de bronchiolite, supérieur à un an, voilà. Est-ce que de l'asthme, voilà. Troisième épisode de bronchiolite inférieur à un an, premier épisode supérieur à un an. Mais quand on a affaire à un enfant, par exemple, un grand enfant âgé de 6-7 ans, et il fait la première crise dans sa vie. Maintenant, comment je pourrais trancher entre une véritable crise d'asthme ou elle a par exemple une dyspnée sifflante qui est secondaire à un virus ou elle a un mycoplasme. Maintenant, c'est ça la difficulté. C'est l'évolution qui va trancher. L'asthme, c'est une maladie chronique. Donc, c'est un peu… J'ai hésité pour la mettre ou pas. En fin de compte, l'asthme, c'est une maladie chronique qui est définie par la récurrence des épisodes de dyspnée sifflante. Donc, pour dire asthme, c'est un enfant qui a fait 2 à 3 crises. Mais j'ai mis ça pour une conduite pratique, c'est-à-dire devant une dyspnée sifflante chez un enfant qui vient aux urgences, qui est âgé de plus de 1 an. Sur le plan pratique, on va le prendre en charge comme exacerbation d'asthme. On va le mettre sous bêta-2. Traitement de fond, traitement de fond, BAD. Le traitement de fond, il se discute en cas d'une première exacerbation sévère. On va voir par la suite, l'après-midi, les indications du traitement de fond. Si c'est une première exacerbation d'asthme sévère, moi, je le mettrai sous traitement de fond parce qu'il y a le risque de rechute. D'accord? Oui. Mais concernant l'utilisation des bêta-2, celle d'urgence, parfois des enfants qui font un malaise assez grave. Est-ce que ça constitue une contre-indication à la réutilisation des bêta-2? Voilà, c'est passager. Là, il faut voir est-ce que la dose a été respectée. On peut avoir, qui m'a dit, des bronchospasmes par effet chante. Est-ce que la dose de bêta-2, l'infirmier, il utilise la même dose pour tout. Une ampoule pour un enfant qui est âgé de… Un nourrisson, disons. Un nourrisson. Il faut vérifier la dose. Pourquoi il fait un malaise? Parfois, ce sont des allergies alimentaires. Pour malaise, pour crise d'asthme. Surtout, il faut vérifier la posologie, là, je pense. Ok. Il faut vérifier la posologie. والsulfate de magnésium, le J1 d'hospitalisation, on ne peut pas refaire le même protocole le lendemain.
on peut le refaire. Je pense que c'est un médicament qui est bien toléré, malgré que c'est rapporté dans la littérature. Mais notre pratique quotidienne trouve que c'est un médicament qui est bien toléré. Donc, je ne vois pas pourquoi pas on peut pas le maintenir pendant, si l'enfant il est encore grave. Voilà, s'il nécessite, le lendemain, on peut Et peut-être Aïd El-Borji pourrait vous répondre l'après-midi sur ce point, parce que c'est eux qui gèrent. Très bien. Au salbutamol IV. Oui, il est indiqué. Je n'ai pas parlé parce qu'il y a la question. À quel niveau, justement? Si l'enfant ne s'améliore pas, après le sulfate de magnésium. L'étape suivante, c'est bien sûr le salbutamol. Ok. Merci beaucoup. Il y a une question de Imen Maalla qui dit quelle est la place de la dexaméthasone chez les femmes. La dexaméthasone, pour la corticothérapie, il y a les molécules qui sont les plus recommandées, c'est la prédnisone ou la prédnisolone. La bétaméthasone et la dexaméthasone, c'est pas faux, mais ce sont des molécules à demi-vie longue. Donc, aux urgences, pour avoir un délai d'action qui est rapide, idéalement, il faut donner les molécules avec des demi-vies rapides. Donc, idéalement, c'est la prédnisone ou la prédnisolone. Et aussi, un autre élément que la bétaméthasone et la dexaméthasone sont plus freinatrices des surrénales. Donc, si on a le choix à faire, je choisirais le prédnisolone par voie orale. J'ai une question. Oui. Par rapport aux enfants âgés plus que 12 ans. Donc, d'après la recommandation GINA, il n'est plus recommandé de prescrire de l'aérol à domicile. On ne prescrit plus de l'aérol. Le plan écrit, c'est juste il quadruple la dose au cas où. Voilà. On va voir l'après-midi le traitement de fond, le changement qu'il y a eu pour la prise en charge de l'adulte et de l'enfant de plus de 12 ans. Actuellement, pour le palier 1, c'est-à-dire des enfants qui ont des symptômes peu fréquents, qui n'en font pas d'exacerbation fréquente, auparavant, le traitement, c'est les bêta-2 de courte durée d'action à la demande. Cette stratégie n'est plus recommandée. Cette stratégie n'est plus recommandée car ça a été démontré que le patient va alors ça a été démontré que ces enfants, ces malades qui ont un asthme léger, ils exacerbent et ils peuvent faire des exacerbations légères. Donc actuellement, ce qui est recommandé d'avoir pour ces enfants qui ont un asthme, pour des adultes ou ces adolescents qui ont un asthme léger, d'avoir comme traitement de fond l'association corticoïde-inhalée formoterol à la demande. Et pour les enfants qui ont un asthme non contrôlé qui justifie un traitement de fond, d'avoir la corticothérapie inhalée formoterol pour le fond et la demande. Donc, seulement pour le palier 2, c'est le traitement de fond recommandé, c'est la corticothérapie inhalée contenue. En tout cas, actuellement, ce qui est recommandé dans le GINA, c'est de ne plus utiliser les bêta-2 de courte durée d'action seuls pour ces patients. Corticoïde inhalé ou maril formoterol, il vaut mieux, s'il a des prodromes, de prendre à chaque prise de bêta-2 la corticothérapie inhalée, même s'il a des dispositifs séparés. L'association corticoïde inhalée formoterol. À chaque prise de bêta-2 de courte durée d'action, de préférence, il prend la corticothérapie inhalée. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, c'est clair, mais quand il consulte aux urgences, on prescrit les nébulisations. Les nébulisations. Les nébulisations. Bon, merci. Mais les recommandations, on peut les comprendre d'une façon ou de l'autre. Il y a un enfant qui a une corticothérapie inhalée seul et qu'il est contrôlé avec ce traitement, je ne vais pas mettre cette association
pour suivre tout simplement les recommandations. Voilà, ça se discute au cas par cas. D'accord? Et aussi, ça m'a le problème de coût. Ils peuvent avoir le même dispositif pour ce traitement de fond. C'est quand même un traitement pour nos patients qui est un peu cher. S'il vous plaît, Salma. Oui. En termes d'efficacité, je connais plus efficace. Bêta-2 inhalé aux chambres d'inhalation ou la nébuliseur à domicile. Voilà, ce qui est dit dans les littératures que c'est aussi efficace. Kif kif. Kif kif, hein. Ok, merci. Vous m'avez les parents. Salma, oui, Madame Boussofala, je vous entends. Voilà, je voulais intervenir à propos de la question qui a été posée à la bêta 2 courte durée d'action. Oui. En fait, si j'ai bien compris, il faudra que la personne qui a posé la question comprenne que les bêta 2 courte durée d'action, ils ont avec les corticoïdes. Que les corticoïdes soient inhalés ou par voie orale. خاطر إذا باش يقعدوا يعملوا كان بيتا 2 courte durée d'action, ils vont saturer leurs récepteurs et il peut y avoir des formes graves خاطر ils s'étouffent avec l'inflammation. فهمتوا كيفاش؟ معناها الكيستيون نتاعو كي قال لك بيتا 2 courte durée d'action les donne plus, non les donne, mais en association. تفهم في la personne qui a posé la question. Ah oui, oui, c'est clair. Voilà. Donc question نتاعك خايبة فجعتني. Bêta 2 courte durée d'action, on ne les donne pas. Non, si on les donne, mais en association. D'accord, merci. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a plus de questions?